Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Vous avez compris qu'avec la situation actuelle, que la politique occupait une grande place dans nos programmes. Voilà pourquoi on a décalé légèrement d'une heure l'émission. Donc, au lieu de faire l'émission santé de 20h à 21h, nous sommes avec vous jusqu'à 22h et poussière, comme dirait ma grand-mère. Ce soir, nous allons parler de tabac, de cannabis, un an après le fameux virus Covid-19. Où en sommes-nous? Et pour en parler, place aux invités. Nous disons bonsoir au docteur Tony Romuald, qui est un habitué de Santé 10. On peut dire ça comme ça, docteur? On peut dire ça. Un habitué de Santé 10. Et je reviendrai. J'espère bien. Le jour où on va vous inviter, que vous allez refuser, je vais me poser des questions. Je vais me dire, ça c'est... il y a un truc qui ne va pas. Non. Docteur Tony Romuald, coordonnateur médical et d'appui de la mission Santé Addiction au GIPRASPEG, mais vous êtes aussi chef du service addictologie au CHU de la Guadeloupe. C'est bien ça? J'ai tout bien dit. Très bien dit, avec l'intonation en plus. Merci. On a une charmante dame avec nous sur le plateau. C'est notre psychologue clinicienne, CESAPA du Corédaf, Madame Yaïssa Denis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir. Et juste à côté de vous, Monsieur Cédric Thompson. C'est bien ça. Bien prononcé. Oui, c'est ça. Éducateur spécialisé, CESAPA EPSM. Oui. Merci à vous d'être là. Nous allons parler d'un sujet très, très important, tabac, cannabis, un an après Covid-19. Docteur Romuald, où en sommes-nous? Mais où sommes-nous? Nous sommes sur autant de questionnements, probablement autant de stress, peut-être encore de l'angoisse. Si ce n'est plus. Si ce n'est plus, parce que ça dure. Et on s'en sort pas, on voit que les chiffres baissent, on voit une vaccination où chacun a une idée, faut pas se vacciner, il faut se vacciner, si je me vaccine, qu'est-ce qui va se passer? On a l'impression qu'on va se retrouver avec des malformations, enfin on a plein de questions et aujourd'hui effectivement, tout ça, c'est des vecteurs de stress, des vecteurs d'angoisse, des vecteurs de culpabilité. Et donc ça joue un rôle particulier chez la personne qui a une addiction. C'est la personne qui a une addiction, mais je dirais chez la personne qui n'a pas non plus d'addiction. Je veux dire, il faut être clair, les phénomènes de stress répétés font que parfois qu'ils vont dépasser notre capacité à pouvoir gérer. Et quand nos capacités sont difficiles à gérer, parfois on peut commencer par prendre un petit quelque chose. Alors, on est sur tabac et cannabis, mais ça peut être autre chose. On peut être fumer une cigarette. Peut-être qu'on fume une cigarette comme ça de façon très occasionnelle, peut-être qu'on va prendre un peu plus et peut-être qu'on va s'inscrire dans quelque chose qui devient plus régulier, qui va devenir problématique jusqu'à devenir l'addiction. Ce qu'on a vu quand même pour un certain nombre d'usagers qu'on avait, cette augmentation en fréquence et en quantité depuis un an, parce qu'effectivement, ça a été très difficile pour des personnes qui sont déjà fragiles, qui sont déjà vulnérables. Et encore une fois, pour ceux qui ne le sont moins, c'est pas évident. C'est pas évident parce que ça a un peu changé beaucoup de choses, cette crise sanitaire, avec ses conséquences sociales, économiques, financières sur le travail, ces peurs de contaminer l'autre, de contaminer sa famille. On vit dans quelque chose, même quand on ne dit rien, on a encore cette pensée. On a un petit rhume, on se dit, est-ce que j'ai pas le virus? Et puis on va voir une grand-mère, sa grand-mère, ses parents, on se dit, oulala, qu'est-ce que je fais? On est dans une angoisse permanente aujourd'hui. Il faut que ça s'arrête un peu. Alors, je ne sais pas, ça ne dépend pas de nous. Alors, une vaccination, le sujet n'est pas la vaccination, mais je veux dire, en tout cas, il n'y a pas de traitement qui va enrayer comme ça, comme lorsqu'on a une infection bactérienne, on prend une antibiotique et on se dit que l'antibiotique va arrêter l'infection bactérienne. On n'est pas là-dedans. Donc, il faut en parler de nos inquiétudes parce qu'on n'en parle pas non plus. Je veux dire, à qui on va en parler là? J'ai peut-être contaminé ma maman. J'ai été voir ma maman et puis après ça, j'ai eu un peu de fièvre. Je me suis senti pas bien. Et puis, je commence à m'inquiéter. Ouh là là, il faut que j'aille faire un test. Et puis on multiplie les tests et puis voilà. Et puis on est comme ça dans. Et puis comme on est un peu embêté, on fume un petit truc. Si on est quelqu'un habitué au cannabis, on peut un petit joint. Je veux dire, il n'y a pas de souci. On a l'habitude, on connaît. Et puis ça peut être l'alcool aussi. En tout cas, les produits licites qui sont autorisés sont bien là, ils sont bien installés, ils sont bien dans nos vies, même en l'absence de confinement.
et puis les produits illicites aussi, du coup. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais revenir sur la fonction de chacun. On va expliquer un petit peu aux téléspectateurs. Alors, Madame Denis, Yaïssa, psychologue clinicienne, CESAPA du Coredaf. Alors, CESAPA, Coredaf, on a beaucoup d'informations. Expliquez-nous. Alors, donc, le Coredaf est une association qui gère le CESAPA, donc qui est un centre de soins et de prévention, donc qui est situé à Pointe-à-Pitre. Donc, du coup, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, de médecins, assistants sociales, infirmières, bien évidemment tout le corps administratif avec les secrétaires et les administrateurs. Donc, du coup, nous recevons des jeunes, des ados, des adultes, et donc pour parler effectivement d'addiction, traiter l'addiction. Nous avons aussi des actions donc, de prévention en milieu scolaire et nous utilisons aussi un bus pour faire de la prévention de proximité également. Donc nous allons vers la population, donner l'information et partager différentes expériences aussi de d'autres usagers. Et à côté de ça, nous allons aussi en milieu carcéral. Voilà. Et quel est votre rôle à vous, le rôle du psychologue en général dans ces centres quoi? Comment le psychologue, parce qu'on ne travaille pas, le psychologue ne travaille pas de la même manière quand on est psychologue clinicien au CESAPA du Coredaf et quand on est psychologue tout simplement. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne, votre rôle à vous. Alors, donc, notre rôle à nous, au CESAPA du Coredaf, donc, c'est déjà d'accueillir l'usager avec une demande, même parfois quand il n'y a pas de demande, donc nous accueillons aussi l'entourage, donc autour effectivement de diverses addictions, donc ça peut être, comme on a dit tout à l'heure, que ce soit tabac, alcool, maintenant aussi les jeux vidéo, les jeux d'argent, etc. Donc toutes sortes d'addictions confondues, des addictions avec substance et sans substance. Et donc du coup, nous accueillons déjà cette première demande. Nous allons évaluer avec le patient finalement sa consommation en fonction de son addiction. Nous allons ensuite avec lui formaliser des objectifs, savoir effectivement qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite, où il en est, et aussi évaluer sa motivation. Donc tout ça se fait aussi, comme je le disais tout à l'heure, avec l'entourage, parce que l'entourage également a besoin d'être soutenu. Donc effectivement, nous avons une action motivationnelle, une action de soutien et une action d'information, d'accord, voilà, on porte l'information bien sûr souvent les drogues qui sont méconnues, que ce soit les effets, les conséquences, etc. Et du coup, on a aussi à travers, c'est important de le dire, on a la consultation jeunes consommateurs pour les jeunes de 12 à 25 ans, qui permet aussi d'évaluer donc leur consommation et d'apporter de l'information. Toujours l'importance autour de l'information en fait autour des drogues. Voilà. Cédric Thompson, vous êtes éducateur spécialisé, CESAPA EPSM. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le rôle de l'éducateur? Oui, je peux vous expliquer cela. Juste avant tout, revenir un petit peu sur le même établissement que vous avez que ma collègue. Néanmoins, nous, on est régi par le PSM, établissement public en santé mentale. Donc, il y a un ensemble de dispositifs qui œuvrent dans l'action sociale, et en particulier un CESAPA. Donc, l'éducateur au sein du CESAPA de Basse-Terre, il œuvre déjà sur cette notion d'évaluation. C'est-à-dire, une personne arrive, donc plusieurs canaux permettre d'arriver au CESAPA, soit par le fait que j'ai une volonté de venir au CESAPA parce que je suis dans une conduite addictive, qu'elle soit cannabis ou produit ou comportement, soit par un autre biais, ça peut être aussi la loi qui m'oriente vers cette structure par rapport à un délit. D'accord ? Donc cette personne arrive par différents canaux, et quand elle arrive, on va devoir faire une évaluation. Donc cette évaluation, on parle d'évaluation biopsychosociale. Donc le médecin va faire son évaluation, la psychologue va faire son évaluation, l'éducateur va faire son évaluation, afin d'avoir un regard croisé sur la personne. D'accord. Et à partir de là, on peut déterminer l'accompagnement qu'on va mettre en place ou l'orientation. La personne peut venir en pensant que c'est une addiction, qu'elle a une problématique. Nous, on peut très bien, avec ce regard croisé, se dire que non, il y a une problématique
psychique et donc l'orienter vers une autre structure. Donc l'éducateur travaille déjà sur cette évaluation, travaille aussi sur un autre aspect qui est très important, c'est la prévention. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut prévenir les choses. Donc nous allons dans les lycées, collèges, nous allons en avant donc de manifestations pour pouvoir présenter les addictions, informer, mais surtout conscientiser les gens sur les différentes formes d'addiction qui existent. Alors, aujourd'hui, hein, 1 an après, parce que voilà, ça fait un petit peu plus même d'1 an qu'on a ce virus Covid-19 qui crée un peu la panique dans nos familles. On peut dire ça, hein, la panique, hein, parce que... Tout à fait. Donc, où en sommes-nous, vous, en tant qu'éducateur, comment vous sentez les personnes que vous suivez? Est-ce que ça a joué un rôle? Est-ce qu'il y a eu du changement? Est-ce que ça a contribué à ce que les choses n'aillent pas mieux? Comment vous avez ressenti 1 an après? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quel bilan vous tirez? Alors, 1 an après, alors c'est un avis personnel, hein, Oui. bien sûr. Pour moi, il y a 3 gros facteurs pour moi qui ont amené à ce que finalement les gens, la consommation en tout cas a augmenté. Les consommations ont augmenté. Premier aspect, c'est l'aspect de l'isolement, puisque finalement je suis confiné, je ne peux pas forcément sortir, je dois limiter mes interactions. Deuxième élément, c'est l'aspect, je dirais, financier, pécunier, où je peux avoir perdu mon travail. Donc finalement, j'ai moins d'argent pour vaquer à mes occupations, mais surtout, ces occupations, je ne peux plus les avoir. Donc ce stress que j'arrivais certaines fois à évacuer, je ne peux plus le faire. Et l'autre aspect, je dirais, c'est le après. C'est-à-dire la capacité à se dire, mais finalement, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, et très souvent, les gens n'arrivent pas justement à aller plus loin. On est bloqué par ce virus, en se disant, mais finalement, premier confinement, deuxième déconfinement, on reconfine, on déconfine, mais finalement, je ne vois pas où est-ce que je vais aller. Et tout ça, ça fragilise la personne et surtout son estime d'elle-même. Et donc après, c'est tout un travail à faire. Donc moi, je trouve qu'on a beaucoup de personnes qui on est beaucoup dans la prise en charge psychosociale où il faut retravailler en fait la capacité à avoir confiance en soi. Yaïssa, psychologiquement, comment percevez-vous les consommateurs par rapport à cette crise sanitaire? Alors, psychologiquement, il faut dire, enfin, bien évidemment, avis personnel, alors, qu'il y a effectivement une augmentation, comme disait le collègue, par rapport à l'isolement, sentiment de solitude. Il y a le confinement quand même a amené pour certaines personnes un travail personnel, voilà, des questionnements, on va dire une introspection, qui a permis en fait à ces personnes aussi d'avoir des déclics. Enfin, un déclic. Donc, un déclic pour se rendre compte que sa consommation peut-être avait augmenté, etc. Et finalement mettre en place quelque chose, des stratégies pour arrêter ou diminuer. Donc on a cette population-là quand même. On a une autre population aussi qui finalement a maintenu ses efforts. Moi j'ai des patients effectivement au centre qui malgré le confinement, etc., ils ont mis donc des stratégies mais des activités aussi en place pour pouvoir pallier les envies, etc. Donc oui, il y a une augmentation des consommations, il y a une augmentation aussi des troubles psychiques. Il faut dire que tout ce qui est dépression, troubles anxieux, alors là vraiment on arrive à des seuils très importants. L'activité dans les centres au niveau des consultations psychologiques a beaucoup augmenté. Donc voilà, donc à mon niveau c'est ce que je vois. Donc il y a quand même du bon, il y a des conséquences négatives, mais il y a eu des choses qui ont bougé pour certaines personnes. Voilà. Une question pour vous trois. Est-ce que vous pensez vraiment que la situation sanitaire a favorisé la consommation du tabac, du cannabis? Oui, bien sûr. Clairement, oui. Bien sûr. Non, en tout cas, encore une fois, il y avait nos patients qui consommaient et c'est bien d'avoir dit que malgré tout, on a un petit groupe quand même qui a réussi à rebondir, mais on peut dire il y a certains qui ont rebondi très vite au tout début de ce confinement et même après le premier déconfinement. Mais c'est vrai que la durée, le fait que ça revienne, qu'on ne sache pas où est-ce qu'on va, la question de l'avenir, qu'est-ce que je deviens, mais finalement ça ira jusqu'où? Et là, ça pose d'autres difficultés parce qu'on est capable, c'est comme dans un cyclone, vous savez, le cyclone arrive,
il fait ses dégâts, et puis là, on sait qu'on va rebondir, ça va durer 2 jours, 3 jours, et puis on rebondit, on y va. Là, maintenant, on a quelque chose qui dure, avec des conséquences qu'on voit à long terme, avec même, on dit maintenant, quand on a fait un Covid, enfin, un syndrome post-Covid qui va durer, avec des symptômes, on inscrit même ça dans la maladie aujourd'hui, hein. On a une maladie post-Covid. On est inquiet, on est dans une inquiétude qui dure. Et là, peut-être, là, toute la différence est là. Sur un phénomène court, on est capable, et chacun de nous, de dire qu'on va faire quelque chose, mais quand ça dure, ça dépasse encore plus pour nos patients et encore plus pour ces patients. On a vu des études sur la santé mentale que les dépressions, quel que soit, même si on a parlé des étudiants aujourd'hui, mais chez les jeunes en général, on a vu apparaître des dépressions qui n'étaient pas, des taux de dépression qui n'existaient pas, des troubles anxieux qui sont arrivés, qu'on a découverts et pour lesquels on a mis en place maintenant des consultations, qu'on a favorisé et prises en charge psychologiques, notamment de ville, parce que les structures habituelles sont dépassées par les patients qu'ils ont et par l'afflux de patients qu'on n'attendait pas. L'effectif. Ouais. Est-ce que vous avez... Il y a aussi, excusez-moi de vous couper, il y a aussi des effets pervers, dans le sens où, quand on prend le tabac ou l'alcool, ces produits sont vendus en libre-service. Donc quand vous sortez justement pour aller faire des courses, voilà, je peux aller faire des courses, c'est le moment pour moi de rencontrer du monde, de discuter. Je me retrouve dans un supermarché où finalement, je peux acheter des cigarettes, je peux acheter de l'alcool. C'est un aliment essentiel. Et je rentre avec ce produit à la maison, sans aucune difficulté. Donc tout ça amène aussi à ce qu'à un moment donné, 2 choses vont se rencontrer. Vous allez avoir le mal-être qui va rencontrer le produit. Donc finalement, on va rentrer dans un système où je vais consommer, je vais reconsommer. Alors la question, quand on a un problème, on sait qu'on a un problème, on veut bien se faire accompagner, se faire aider, mais on ne peut pas, on n'est pas obligé, il faut vouloir. Pour venir vous voir, pour se faire aider, se faire accompagner, il faut le vouloir. On ne peut pas obliger quelqu'un à prendre cette direction-là, docteur Romuald. Alors, c'est vrai qu'en droit commun, il y a une seule situation où on oblige quelqu'un à se soigner, c'est en psychiatrie. Quand on est dangereux pour soi et pour les autres. Alors, en addictologie, c'est un petit peu différent. La majorité de nos consultations quand même, et je pense que c'est partagé par mes deux collègues d'Exapa, c'est qu'on a beaucoup de personnes sous injonction sur des choses, en fait, sur une sorte de pression, que ce soit de l'entourage, on a dit de la justice, de l'éducation nationale, d'un oncle, d'un grand-père, enfin, il y a toujours quelque chose derrière, dans la majorité des cas, qui va faire qu'on va venir consulter. Alors ça, c'est pas gênant du coup. C'est pas gênant parce qu'il nous appartient à nous, du coup, nous professionnels, dans ces structures, quelles que soient nos fonctions, de transformer la non-demande en quelque chose qui serait une demande. Mais la demande commence quand on a dit qu'on a un problème. Reconnaître qu'on a un problème, c'est le début du changement de quelque chose. Avant de changer quelque chose, il faut reconnaître que c'est un problème. Donc, il nous appartient de voir avec le patient. C'est comme beaucoup de patients sont orientés par la justice. L'exemple type, c'est, voilà, vous avez été tenu, on vous a pris avec quelques grammes de cannabis. Ça a beaucoup été ça dans le temps, c'est peut-être encore un petit peu cela. Allez consulter. Moi, j'ai vu des personnes à l'époque, pour donner un moment d'historique, il y a quelques années, j'étais aussi au corridor, Madame Denis, et on voyait des personnes passer. Moi, j'ai vu des gens passer, ils disent, non, mais moi, j'ai rien à dire. J'ai dit, écoutez, mais non, mais vous savez, on va discuter. On va discuter de cannabis. Et puis, à la fin, les gens prenaient des rendez-vous parce qu'ils avaient reconnu que finalement, moi, je n'aurais pas dit qu'ils ont une addiction, mais peut-être qu'ils ont un problème. La question de addiction, dépendance, problème, ce sont des notions différentes. Donc, parfois, il faut savoir, à nous, et encore une fois, il nous appartient, c'est notre responsabilité de transformer ces situations où les personnes n'ont rien demandé, comme les adolescents, parfois qui n'ont rien demandé. Vous savez, quand vous êtes adolescent, vous êtes très jeune et que votre parent vous dit, écoutez, on va aller, vous y allez, mais on transforme ça en quelque chose. La transition est toute faite, j'allais en parler avec Cédric, ça dépend de l'âge. C'est vrai que dans ce qu'on est en train de se dire, on n'oblige pas quelqu'un, mais tout dépend aussi de l'âge. Tout dépend de l'âge, oui. Puisque si vous avez un enfant de 12 ou 13 ans qui consomme du cannabis, alors on le voit surtout sur le facteur quand vous avez un parent qui a une représentation dans la société. Je prends un exemple, un parent qui travaille en mairie, en préfecture ou autre, donc qui est reconnu, qui apprend que son fils consomme du cannabis. Très souvent, il n'y a pas forcément de discussion, très peu de discussion avec l'enfant. Il faut absolument que l'enfant soit soigné. Donc vous allez avoir un parent qui arrive avec un enfant et qui nous demande de nous occuper de l'enfant.
Et là, c'est un double travail, parce qu'il y a un travail à faire avec le parent, pour lui faire comprendre qu'il doit faire part de cette prise en charge, et un travail à faire avec l'enfant, pour qu'il puisse verbaliser, et surtout, qu'on puisse trouver le fondement, en fait, de la consommation. Parce qu'il y a toujours un fondement dans la consommation. Non, un jeune ne consomme pas pour consommer, il y a quelque chose. Et c'est ça notre travail. Et moi, j'aimerais bien rebondir sur l'aspect double travail, parce que finalement, c'est essentiel de répéter dans ces consultations jeunes, mais finalement, dans les consultations de couple, pareil, c'est qu'il y a toujours un travail à faire pour l'accompagnant, pour l'entourage. Tout le monde doit pouvoir évoluer, soit sur le regard sur l'autre, addict, parfois qu'on infantilise, qu'on a sous-estimé, qu'on a un peu amoindri, soit sur le regard de la fonction de l'addiction. L'addiction ne vient pas parce qu'on a décidé de consommer. L'addiction vient sur une notion de tentative de résolution d'histoires compliquées de la vie, d'histoires singulières qui viennent très souvent d'histoires familiales compliquées, de traumatismes dans l'enfance. Enfin, j'en passe. On peut dire qu'il y a autant de situations qu'il y a de personnes. Et donc, il faut mettre du sens. Quel est le sens de l'addiction? Et qu'est-ce que l'addiction va faire chez le patient désigné, celui qui consomme, mais du coup, dans l'entourage? Et comment on doit en faire pour transformer cette chose qui est globalement négative, mais qui doit nous permettre à la personne qui consomme, mais aussi à l'entourage, d'aller vers quelque chose de positif, d'aller vers une amélioration, ça peut être des relations, de la dynamique familiale. On voit des adolescents, pour prendre l'exemple, des choses se passer, on se dit, mais l'adolescent est totalement dans la cohérence. Alors, je ne sais pas, les auditeurs vont peut-être un peu être choqués, c'est qu'il y a une cohérence. Le produit vient faire quelque chose, vient bousculer quelque chose, parce qu'il est hors de question de laisser un fonctionnement parfois aussi, alors je vais loin aussi volontairement, parfois toxique. On parle de toxique, toxicomanie, un fonctionnement toxique. Donc ça vient bousculer ça pour amener du changement, pour que tout le monde change du coup. Voilà. Et je n'ose même pas dire que parfois les adolescents peuvent venir aussi pour aider le parent en difficulté. Je viens, mais c'est mon parent qui est en difficulté, ce n'est pas moi aussi. Yaïssa, vous avez l'air très d'accord avec ce que dit le docteur Tony Romuald, puisque vous rencontrez souvent cette situation où c'est finalement pas l'enfant qui a le problème, mais plus le parent. Tout à fait, je suis vraiment d'accord avec ce que Dr Romuald disait. C'est vraiment comprendre en fait la place du produit, et parce qu'effectivement le parent a tendance à venir, voilà, mon enfant fume, il faut me le changer, il faut qu'il arrête, je ne le reconnais pas. Mais c'est aussi ce travail que nous devons faire avec les parents pour déjà comprendre voilà, pourquoi ils fument, donc la place du produit, est-ce qu'il y a de la communication dans cette famille, etc. Donc il y a vraiment un travail de fond à faire dans la relation, que ce soit mère-fils, enfin mère-enfant, père-enfant, et puis dans voilà, la cohésion familiale, c'est ça. Et surtout quand vous avez un parent qui... On va prendre l'exemple de tabac, le parent fume mais il ne veut pas que son fils fume. Ouais. Et ça, on a ça aussi pour l'alcool, c'est très fort. Moi, je fume, je sais ce que je fais, mais mon fils, je ne veux pas qu'il fume. Donc, vous voyez, c'est tout ça. À un moment, un enfant, quand vous discutez avec lui, eh bien, vous comprenez, voilà. Il y a vraiment des problématiques intrafamiliales qu'il faut arriver à dénouer, et ça, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que l'appui de l'équipe et de l'approche holistique nous permet vraiment de répondre à ça. Alors vous savez que cette émission, nous la faisons avec les téléspectateurs, donc on reçoit des petites questions sur le Facebook Santé 10 ou sur le Facebook de Canal 10, et on essaye de les poser en direct et d'avoir des réponses. On a beaucoup de questions sur le CBD. Alors déjà, qui peut m'expliquer ce que c'est ? Tout le monde, mais je pense que... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Cédric peut m'expliquer ce que c'est. Dis-nous pourquoi. C'est très intéressant le CBD, on en parle beaucoup. Donc c'est une molécule, mais surtout il faut faire la différence entre le CBD, donc on appelle le chanvre, et le cannabis. Donc ça c'est très très important, parce que souvent les gens mélangent les choses. Donc le CBD, depuis nous sommes en 2021, pardon. Depuis début 2021, le CBD est donc légalisé en France. C'est très 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 particulier. J'essaie de définir les choses. Oui, allez-y. Qu'on puisse bien comprendre. Avant, ce n'était pas possible, sauf que dans de nombreux pays européens, le CBD a été légalisé, et donc les entreprises qui travaillent le CBD, donc le chanvre, ont fait une injonction à la France de légaliser.
Donc la France a dû très rapidement légaliser. C'est pour ça que sur le territoire français, vous avez pu avoir en quasiment 6 mois une vague de magasins qui se sont montés. Quasiment, je crois qu'il y en a 6 ou 7, si ce n'est pas plus, en Guadeloupe pour le moment, dont un qui s'est monté dernièrement sur la Bastille. Donc le chanvre a des vertus médicinales, vous avez aussi bien de l'huile et autres, d'accord. Et dans ce CBD, il y a une partie, d'accord, qui est réservée, qu'on peut fumer. Donc, et c'est là qu'il y a une problématique, c'est que cette substance, d'accord, est composée de 0,02% de THC, d'accord. Donc cette substance qui est composée de 0,02% de THC et qui est consommée, je dirais, de plus en plus par certaines personnes, on pourrait dire, après ce docteur, mais les effets sont quasiment inexistants. Il n'y a pas d'effet psychotrope en fait du CBD. Donc finalement, il ne va pas rendre dépendant. Parce que finalement, la substance psychoactive qui rend dépendant dans le cannabis, c'est le THC. Et notamment, il y a le delta-9-tétrahydrocannabinol qui est le principe actif qui rend dépendant et qui va entraîner qu'on puisse consommer, qu'on puisse être addict, et qu'on puisse ne pas s'en passer avec les conséquences que l'on connaît. Le CBD, effectivement, a des effets thérapeutiques reconnus, mais pour l'instant, il faut le dire, ce n'est pas un médicament, c'est un complément. Alimentaire. D'ailleurs, il est classé dans les compléments alimentaires. Alors, il est évident que quand on parle de produits interdits jusqu'à maintenant, il y aura d'autres études de plus en plus. On commence à étudier de plus en plus le cannabis, que ce soit sous ses effets bénéfiques que sous ses effets néfastes. Et donc probablement qu'on aura encore d'autres effets. Je sais qu'il y a des essais en cours actuellement, avec notamment même le tétrahydrocannabinol et donc le THC, le cannabis habituel, sur des traitements de chimiothérapie pour certains patients aujourd'hui en France métropolitaine. Ce sont des essais. C'est vrai que ça avance, mais il ne faut pas se tromper non plus de cible. C'est-à-dire que le CBD n'étant pas une substance psychoactive, ça ne veut pas dire que le cannabis que nous fumons, il en est de même. Le cannabis demeure aujourd'hui une substance, premièrement, illicite, donc interdite à la consommation. Ça demeure une substance psychotrope avec tous les effets que l'on connaît de rendre dépendant et tous les effets néfastes de cette consommation fumée, sur les poumons, sur les artères, même si de plus en plus, on commence à retrouver quelques effets bénéfiques sur les vomissements, sur les douleurs chroniques. Même on a un médicament qui est à base de THC, mais très peu, le Sativex, pour les scléroses en plaques. Pour l'instant, il faut qu'on reste dans le cadre aujourd'hui du cannabis. Bien sûr, ce soir, c'est pas tabac et CBD, c'est bien tabac et cannabis, parce que c'est pas du CBD qu'on a pris pour aller mieux et pour passer cette crise, pour ne pas subir ces émotions négatives. C'est bien du cannabis qu'on a pris depuis un an, un peu plus, et c'est bien aussi du tabac puisqu'on en parle. Et je rappelle que la forme habituelle de nos joints, c'est quand même du cannabis feuille séchée tige avec un peu de tabac, donc on a des substances fumées avec toutes les conséquences que l'on connaît des substances fumées. Alors pour juste fermer la parenthèse sur le CBD, il y a Clara des Abîmes qui dit, selon ce que vous dites, donc on est d'accord, le CBD n'est pas une drogue et ne peut nous faire aucun mal. Clairement, ce n'est pas une drogue. Clairement, le CBD n'est pas psychotrope. Alors maintenant, ne peut nous faire aucun mal. Vous n'avez pas dit ça. On n'a pas de recul. Tout va dépendre de la personne déjà qui le consomme, tout va dépendre de la quantité, du moment, etc. Nous sommes potentiellement, nous quatre là, des personnes vulnérables, parfois on ne le sait même pas. Alors c'est vrai qu'on est un peu adulte, donc probablement que nos facteurs de vulnérabilité, on les aurait déjà vus, mais si vous prenez des adolescents qui vont se mettre à prendre du CBD à tire-larigot, il se peut qu'on ait des effets quand même plus qu'on imagine, alors ça peut être dangereux aussi. Pour le moment, il n'y a pas de recul par rapport à ça. Les études sont mises en place, on n'a pas de recul. Il faut rester vigilant. Il faut rester très très vigilant par rapport à ça. Alors Georges de Capesterre, Bello, nous dit qu'il est consommateur de cannabis. Il a un fils de 17 ans. Effectivement, je ne souhaite pas que mon fils fume. Selon ce que disait le monsieur sur le plateau, donc je pense que c'est peut-être Cédric, ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait du père et du fils, que souvent le père boit, il veut pas que son fils... il dit en créole, est-ce qu'ils n'ont pas qu'à trouver ça normal qu'en veut pas que Timoun en moins fait qu'on moins?
On n'a pas dit qu'on ne trouvait pas ça normal. Hein. On a dit que là aussi, c'est un problème à gérer, à la fois avec le parent et avec l'enfant qui ne comprendra pas. Mais si c'est pas bon, pourquoi mon père le fait? C'est exactement ça. Et s'il le fait, c'est que ça doit être bon finalement. Donc je peux le faire aussi. Mais à côté d'être bon, il faut comprendre qu'est-ce qui fait que Georges consomme. Pourquoi Georges consomme? Est-ce que c'est simplement pour du plaisir ou pour autre chose? Alors Georges, si vous regardez nous, est-ce que Georges consomme pour soulager quelque chose? Est-ce que son fils présente, alors c'est une hypothèse, les mêmes symptômes? Est-ce que son fils à des moments il n'est pas bien, comme son père a pu l'être à son âge? C'est une hypothèse. Parce que parfois on a vu comme ça des coïncidences, hein, des adolescents qui ont commencé au même âge que le père a commencé, mais peut-être pas simplement une consommation similaire, mais sur des éléments cliniques de tristesse. Alors je vais prendre un exemple de dépression, de troubles anxieux, au même moment et qui fait qu'on consomme et qu'on a envie de consommer. Du coup, pas simplement parce qu'on a regardé le père consommer, c'est pas simplement j'observe, j'imite, mais j'ai compris qu'il y avait un intérêt de quelque chose, pas simplement dans le plaisir. Donc c'est ça aussi qu'il faut rechercher. Qu'est-ce qui fait que cet enfant a envie de consommer? Et surtout, qu'est-ce qui fait que Georges, aujourd'hui, à son âge, quel que soit son âge, en tant que père, puisqu'il est père d'un adolescent, qu'est-ce qui fait qu'il consomme encore? Parce que les adolescents, on ne l'a pas dit, consomment, oui, mais 90% des adolescents, à la fin de l'adolescence, arrêtent. Seuls 10-15% vont continuer vers des consommations qui vont s'ancrer, qui vont même aller vers d'autres comportements, vers d'autres substances et qui vont être plus problématiques. Donc, quand on garde comme ça une consommation, il faut s'interroger. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui que j'en ai encore besoin? C'est une question aussi à résoudre pour Georges. Pour Georges. Voilà. Oui, pour Georges. Clara demande à quel moment devons-nous nous inquiéter, à quel moment devons-nous comprendre qu'il y a un problème d'addiction. Je pense qu'elle parle de cannabis aussi. Hein. C'est l'usage. Non mais, à quel moment quand on ne peut plus s'en passer, oui, peut-être. alors, clairement, il y a une question d'usage, mais il y a une question de conséquence. J'ai un usage régulier, parfois tous les jours, qui peut être identique. Quand je commence à augmenter les doses pour avoir les mêmes effets, quand je commence à ne pas pouvoir me passer d'une dose, sinon je vais subir des symptômes tels que l'irritabilité, l'insomnie, l'incapacité à pouvoir répondre à mes obligations habituelles, quand je dois commencer à préparer là, ça veut dire aussi que j'ai des conséquences sur mes obligations habituelles, hein, que ce soit sur le travail, la scolarité, sur mes rythmes de vie habituels, quand ça a des conséquences sur mon sommeil, sur mon alimentation, sur ma vie habituelle, sur mes relations aux autres, et que malgré tout ça, je continue quand même, donc avec des conséquences qu'on va dire médicales, sociales, psychologiques, et que malgré tout, je continue. La question de l'addiction peut se poser. Et effectivement, oui, peut-être que j'ai un problème, mais ça ne veut pas dire, on ne va pas parler tout de suite d'addiction, on va dire peut-être que j'ai un problème. Et donc, il faut que j'aille consulter pour voir, parce qu'il y a des critères très clairs pour parler d'addiction. Je veux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un fume tous les jours qu'il va être addict. On est bien sûr des critères très spécifiques, très, très ciblés, qui vont nous dire oui à addiction, ou on parle encore, même si ce mot-là, d'usage nocif, d'usage à risque, ou d'usage occasionnel, festif, qu'on peut voir dans certaines occasions particulières. Alors, on a Marie-André qui nous dit mon compagnon fumait, ça s'était déjà arrêté depuis cette histoire de Covid, il a repris en mode plus. Je voudrais savoir comment l'aider. Je pose la question à la psychologue. D'accord. Alors, déjà, comment l'aider? C'est pouvoir discuter, comprendre. Donc, effectivement, oui, il y a le Covid qui a généré cette reprise de consommation. Donc, voilà, comprendre déjà, s'il y a une discussion possible, donc comprendre pourquoi, vraiment savoir qu'est-ce qui se joue. Et puis, tout simplement aussi, accompagner vers un centre. Parce que c'est vrai que des fois, on veut aider, mais on n'est pas forcément apte à le faire. Donc, voilà, pouvoir peut-être exprimer le fait que peut-être que tu as un problème, peut-être qu'il faut en parler. Alors, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on peut, en tant que donc la compagne, donc madame peut aller aussi prendre des informations au centre avant même finalement que son compagnon y aille. Donc ça aussi, elle peut sans problème se rendre au centre et on va lui donner des informations pour qu'elle puisse
comprendre aussi, elle, quels sont je dirais, les risques ou enfin l'usage tout simplement du cannabis. Voilà. Très bien. Clotilde Dumoul, elle dit merci pour cette émission. C'est une fidèle de Santé 10. Merci Clotilde. Et elle demande, est-ce que vous pouvez nous donner les différents numéros de téléphone et puis les adresses quand on veut aider quelqu'un et accompagner la personne en votre direction? Alors, on fait l'éventail. Hein. Oui. L'éventail des XAPA. Alors, c'est vrai qu'en Guadeloupe, on a une répartition territoriale malgré tout. Hein. Alors, bien si il y a des personnes qui ne voudront pas aller dans un XAPA qui est à côté de sa maison, ça arrive aussi. Mais enfin, quand on est sur la région Grande Terre, on a la possibilité d'aller au XAPA du Corédaf, hein, sur Pointe-à-Pitre. 05 90 90 38 79. Yeah. Voilà. Hein. Bon, le XAPA Raphaël Skoll à la rue Raspail, c'est bien 83 63 47. Ah ouais. Bon. J'appelle les gens, moi je prends des nouvelles, enfin voilà. Et quand vous êtes sur la Basse-Terre maintenant, vous avez deux XAPA, le XAPA EPSM, oui. 93. Je sais plus. Mais, Cédric, bon. Mais on peut aller sur les réseaux et trouver avec sinon, alors, voilà. Le plus simple, vous avez un numéro qui est unique, 47 17 00 05 90. 80 80. Le JPASPEG. 80. Pour le c'est ça, pas de Basse-Terre. 80 93 80 05 90. Et sinon, numéro unique 05 90 47 17 00, la plateforme territoriale d'appui du JPASPEG qui va vous orienter en fonction finalement du territoire de vie, de l'addiction et finalement, oui, de l'âge. Parce qu'il y a des endroits, des consultations jeunes consommateurs, d'autres il n'y en a pas, donc on peut orienter en fonction de ces trois éléments-là. Docteur, qu'est-ce qu'il est important de souligner au jour d'aujourd'hui par rapport à cette année qui s'est écoulée concernant un autre sujet de ce soir, tabac, cannabis, et un an déjà? Qu'est-ce qu'il est important de souligner? Il est important de souligner que finalement, cette population guadeloupéenne a subi de plein frais, a subi quelque chose qui est arrivé comme encore une fois, un choc. Un mardi 17 mars, on est confiné, on ne savait même pas ce que ça voulait dire confiné. Et puis, confinement, déconfinement, couvre-feu, vaccin, on subit des choses, on est capable de rebondir. L'être humain en général rebondit. Bien sûr, parfois ça va dépendre de qui on est, hein, mais il me semble que cette crise doit nous aussi nous permettre de nous recentrer sur nous-mêmes, peut-être d'arriver aux éléments essentiels de la vie. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour vivre? Alors, on pourrait presque dire pour bien vivre, quel est l'essentiel? Est-ce que c'est tout ce qu'on a pu voir? Parce que lorsqu'on a été enfermé chez soi, quel que soit son chez soi, petit, grand, ce qu'on a pu avoir, on a dû aller à l'essentiel. On a dû penser à l'essentiel parce qu'il nous fallait manger, il nous fallait dormir, il nous fallait avoir des nouvelles et puis on avait des moyens. Et donc, moi, il me semble qu'aujourd'hui, cette crise doit tous nous faire nous regarder, peut-être repenser notre manière de vivre, peut-être prendre du temps pour soi, du temps pour, je veux dire, les choses un peu futiles, là, parce qu'on s'en compte de tellement de choses, de tellement de pensées, de tellement de choses qu'on porte là. Si on peut déposer, se dire aujourd'hui, voilà, bon, aujourd'hui, je vis, j'arrive à parler, j'ai un travail, j'arrive à discuter, j'ai peut-être ce qu'il faut pour vivre et me dire que finalement, c'est ça l'essentiel. Parce que ce qui est important à dire, c'est que personne n'a été protégé. Personne ne peut se dire aujourd'hui, quelles que soient les substances qu'on peut prendre à côté, se dire que je suis protégé. Donc ça concerne tout le monde. Et donc, c'est important qu'on puisse se dire ça. Ça vient pas contre moi, ça vient pour tout le monde, le voisin, la voisine. Et donc, ça veut dire que ma voisine a subi la même chose que moi. Comment je peux regarder ça? Parfois, il y a des gens qui ont des relations un peu conflictuelles avec d'autres. Et se recentrer sur soi un peu et vraiment, ça nous donne la possibilité de rebondir, mais sur quelque chose peut-être d'essentiel, sur le sens même de la vie. Moi, je pense que c'est comme ça, surtout que ça nous a donné du temps à certains moments. Pour ceux qui étaient confinés, hein, on prend le temps de repenser, de refaire le point sur les mois qui ont précédé, sur les années, sur qu'est-ce qu'on a fait là pendant toute sa vie ou pendant les mois qui ont précédé. Comment on peut changer les choses? Comment on peut vivre? Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Hein. Même si, pour être positif quand même, notre positif, c'est qu'on a une vaccination, il faut le dire,
On a peut-être un traitement qui va arriver. Parce qu'il faut croire en la science quand même. Il faut arrêter aussi peut-être qu'on soit sur nos WhatsApp en train de lire, parce qu'on a vu, on l'a pas dit, flamber des tas de scientifiques en herbe où tout le monde avait son mot à dire, tout le monde reprenait des idées, je ne sais pas de qui, des idées complotistes, et créait cette panique que nous avions parce que tout le monde était devenu scientifique, tout le monde était devenu médecin, tout le monde était devenu virologue, réanimateur, et qu'on pouvait prendre ça, renvoyer ça et faire peur à tout le monde. Il faut qu'on arrête ça, il faut faire confiance à la science, il faut faire confiance à la médecine, il faut arriver à l'essentiel. Et ce qu'on est en train de dire, Yaïssa, touchait mais terriblement psychologiquement certaines personnes. Tout à fait. Et ce que je vais relever ce que le docteur Romuald a dit. Nous avons en fait ces capacités d'adaptation. Donc oui, effectivement, ça a été une année très difficile, il faut le noter, difficile pour tout le monde, comme il a dit. Mais voilà, c'est se faire confiance aussi parce que finalement, voilà, on a été surpris, choqués. Bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire confinement? Bon, finalement, on est confinés. Certains sont contents, ils vont pas au travail, etc. Finalement, bon, ben non, je m'ennuie. Bon, finalement, je vais retourner au travail, je vais sortir. Et au final, ben oui, on se rend compte qu'on s'adapte. Et finalement, ben, on a été déconfinés. Et puis, bon, ben la vie a repris son cours. Et je pense effectivement qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Et c'est un mot important, le lâcher prise. Ce soir, il faut le dire, le lâcher prise, c'est comprendre en fait qu'aujourd'hui on ne contrôle rien, si ce n'est nos efforts, nos pensées, nos actions, les personnes que l'on décide de fréquenter peut-être, mais en gros 4 choses. Et pendant ce temps, nous on pense contrôler le temps, tout ce qui se passe dans le monde, etc. Sauf que non. Et donc c'est effectivement le moment de se recentrer sur soi, et ça c'est important en fait. Sur les usagers du CESAPA, vous avez constaté, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, un changement dans le mauvais sens, Cédric? Je ne dirais pas dans le mauvais sens, mais un changement. Une demande d'activité pour sortir, encadrer. Donc c'est vrai qu'on a une forte demande par rapport à ça. Et surtout une demande de vivre ensemble. Donc nous on a mis en place certaines activités comme le jardin, ce genre de choses, pour vraiment permettre aux personnes de se reconnecter. On a vraiment cette dimension de... finalement, je me suis rendu compte que je ne connais même pas mon voisin, je ne connais pas forcément les gens. Et aujourd'hui, par des activités, j'apprends à connaître l'autre. Et ça, je pense que c'est essentiel de se reconnecter par le vivre ensemble. Docteur Romuald, si, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de notre émission, si il fallait dire quelque chose de très important, de primordial pour aider toutes ces personnes qui ont subi un an, une année, mais une année terriblement difficile par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et surtout les personnes qui ont un problème d'addiction, qui se sont vues replonger pour certains parce qu'ils étaient en phase de guérir, on peut dire ça entre guillemets, et à cause de cette situation, eh bien, sont tombés dans une phase où ils ont recommencé à consommer. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui? Qu'il faut garder espoir. C'est pas parce qu'on chute, c'est pas parce qu'on flanche, c'est pas parce qu'on biguidie, comme on dit, que la vie s'arrête. Il faut garder espoir et peut-être revenir vers les structures qu'on a l'habitude de fréquenter, vers les professionnels qui nous suivent habituellement, parce que nous sommes là, parce que la vie est faite aussi de ces petits bouleversements qui ne dépendent pas de nous, et que finalement l'espoir, c'est ce qu'on peut garder à jamais. Je veux dire, si on est désespéré, si on ne croit plus en la vie, si on ne croit plus en sa capacité d'y arriver, on va lâcher, et puis arrivera ce qui arrivera. Non, je pense qu'il faut continuer. C'est pas parce qu'il y a le Covid, on pourra s'en sortir ensemble aussi. Je pense qu'il faut aussi, même si on n'a pas la possibilité de se voir comme aujourd'hui en termes de contact, on peut penser ensemble. Trouver des moments de soutien. Alors c'est vrai qu'il faut utiliser probablement les technologies, même si aujourd'hui on sort des confinements, les technologies actuelles. Je veux dire, malheureusement et heureusement, il y a eu WhatsApp, je suis désolé de le dire, mais se voir un peu en vidéo quand on est une personne âgée, un parent âgé, voir ces personnes en vidéo, trouver du soutien donc dans la famille, mais aussi donc vraiment compter sur les professionnels qui sont là, qui sont dans les structures, qui sont de bonne volonté, qui n'ont jamais lâché. Il me semble que quel que soit l'Exapa ou les structures d'addictologie hospitalière qu'on a pu interroger, les professionnels ont été là, sont encore là, ont su s'adapter, parfois ont été frustrés eux-mêmes de ne pas pouvoir faire plus pour leurs patients.
patient et leur usager, parce que c'était parfois même un peu culpabilisant de se dire, bon, ben, on va faire une consultation, et on sait que consultation par téléphone, parfois, on n'a pas l'émotion hein, par téléphone, parfois on ne ressent pas bien les choses qu'en face. Donc on est là, ne pas hésiter, garder espoir, vraiment. Yaïssa, je rappelle, hein, vous êtes psychologue. Si vous aviez un petit mot à dire par rapport à tout ça, quelque chose d'important à dire aux téléspectateurs. Alors, je dirais également qu'il ne faut pas oublier effectivement, comme disait le docteur Omual, ça c'est important vraiment que la rechute fait partie du processus de l'addiction. Donc oui, il faut déculpabiliser. On a chuté, c'est complètement normal puisque effectivement la vie n'étant pas linéaire, voilà, on peut avoir quelque chose, une situation qui exacerbe les émotions. Donc voilà, c'est vraiment de garder en tête qu'il y a eu l'action avant et que l'action reprendra et que voilà, on a ses capacités et il faut vraiment garder foi en ses efforts. Voilà, avant de poser la même question à Cédric, qui est éducateur spécialisé, je voulais vous demander si vous avez fait un constat sur l'âge. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge, selon vous, qui était un peu plus touchée pendant cette année qu'une autre? Pas forcément, mais c'est vrai qu'on pourrait penser nous, enfin, je sais pas, les jeunes, mais en même temps, quand on voit les personnes âgées, ceux qui ont pu vivre peu, pour ceux qui sont en institution, donc ça a été compliqué. Peut-être les jeunes et les extrêmes, là, quand même, les deux extrêmes, peut-être. De façon un peu. On constate à faire sur le genre. On a eu quand même beaucoup plus de femmes, donc il y a des femmes isolées, et le confinement fait qu'il y a une augmentation. Ça, sur le genre, oui. D'habitude, en addiction, c'est beaucoup des hommes. Mais là, le confinement, il y a de plus en plus de jeunes femmes que moi je vois, jeunes majeures, ou voilà, qui par rapport au cannabis. Et surtout, on n'en parle pas beaucoup, mais beaucoup par rapport aussi à la cocaïne. Cocaïne, oui. Bien sûr. Et même par rapport aux violences conjugales aussi. Oui, bien sûr. Ça a flambé, bien sûr. Ah non, mais ça a été une année terrible. Ça a été une année terrible. Quand on pense aux parents, aux personnes âgées qu'on ne pouvait pas voir, qui sont en institution, qui sont en EHPAD, et on ne peut pas visiter sa maman, on ne peut pas visiter son papa, sa grand-mère, mais c'est terrible. C'est psychologiquement quelque chose... voilà quoi. Et en ajoutant aussi le deuil, c'est-à-dire comment ne pas accompagner son parent, sachant que nous, culturellement, on est dans l'accompagnement. Donc ça a été aussi très très difficile. Finalement, je ne peux même pas l'accompagner. Ça, c'était très très compliqué. C'est vrai que c'est vraiment une année, on a voulu mettre l'accent sur tabac et cannabis, c'était le sujet, mais s'il faut ouvrir, on peut parler d'énormément de choses, mais énormément de choses. Merci à vous d'être venus. Avant de faire un petit tour de table pour se dire au revoir, je voudrais saluer Erika, la chargée de communication du JIPRASPEG, avec qui nous travaillons. Erika qui est une très gentille personne, et visiblement cette semaine, moi je n'ai pas été une très gentille personne, parce que j'étais un peu speed, donc j'avais pas beaucoup de temps, et donc je vous prie, Erika, de m'excuser en direct. Je voulais transmettre le message au docteur Romuald, mais j'aurais pas pu faire ça. J'aurais pas pu dire ça comme ça. Non, merci Brigitte pour elle en tout cas. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui je prends beaucoup de plaisir à travailler, et c'est elle qui a coordonné cette émission aujourd'hui, et je lui dis merci, au plaisir de travailler à nouveau ensemble. Docteur Romuald, vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Il y a un trio en plus. De choc. De choc. Vraiment. Merci Yaïssa, c'est la première fois qu'on reçoit Yaïssa dans cette émission santé. On espère que ça s'est bien passé. Oui, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Cédric, merci. Merci beaucoup d'être venu. Un petit mot de la fin, Cédric, s'il fallait passer un message important. Le message important, c'est que vous avez un ensemble de dispositifs capables de vous accueillir sur l'ensemble du territoire. Et ces dispositifs sont en capacité de garder la confidentialité. Et ça, c'est très important. Gratuité. Et la gratuité. Donc ça, c'est très important. Vous pouvez venir. Et c'est confidentiel, mais surtout, vous aurez cette possibilité de rencontrer un ensemble de professionnels capables de répondre à l'ensemble de vos questions. Et puis, vous avez un doute,
vous ne savez pas où aller, où vous diriger, eh bien, il y a un numéro de téléphone à composer. C'est celui du GIPRASPEG, n'est-ce pas, docteur Romuald? 05 90 47 17 00. Et là, en fonction de où vous habitez, de ce que vous voulez faire, de où vous voulez aller, parce que vous pouvez aussi choisir l'endroit où vous voulez aller, en tout cas, il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous répondre et vous aiguiller. Tout à fait. Alors, au cas où Madame Rodriguez ne veut plus de moi à Canal 10, ça y est, j'ai planté le décor pour ma reconversion, j'irai travailler au GIPRASPEC. Totalement. En tout cas, l'accueil déjà, qui est le moment le plus important, y est déjà. Nous sommes bien accueillis à Canal 10. Merci Brigitte. Merci à toute l'équipe. Merci. Surtout. Merci Lisa Rodriguez. Merci Yann à la réalisation ce soir. Et puis merci à vous, chers téléspectateurs. Avant de se quitter, je dois vous dire quelque chose de très important. C'est que la page santé sur le journal L'Hebdo, puisque vous le savez maintenant, hein, chaque week-end, vous pouvez retrouver à la page 14 une page santé. Là, c'est le docteur Sonigène. On avait déjà la semaine dernière sur l'hebdo une première partie avec le docteur Sonigène qui nous parlait des doigts du patient. Et puis là, encore le docteur Sonigène parce que c'était long, donc on a fait en 2 parties. Et là, on va vraiment parler de la personne de confiance. Donc, je vous propose vraiment de jeter un œil parce que c'est très très bien fait. Et puis, vous le savez, hein, je vous montre quand même la couverture. On a d'un côté Lycinaïs Jean et puis il y a 2 couvertures. Donc, voilà. Surtout, n'hésitez pas, allez vous procurer ce journal, l'hebdo, et puis regardez bien cette page 14 puisque nous le savons. Et ceux qui réalisent ce journal aussi ont compris que la santé, c'est une priorité. Voilà, bonne soirée à vous et puis rendez-vous jeudi prochain pour un autre sujet.